C'est du jamais vu. Historique. Plus de 400 terroristes ont été neutralisés par les forces armées burkinabées en appui avec les VDP. Je dis bien, c'est du jamais vu. Un piège a été tendu. Ils sont tombés dedans. À tous les niveaux, ils ont été cueillis. Frères et sœurs, de Burkina est géré. Bravo, bravo aux forces de défense et de sécurité burkinabées, au VDP. Merci. Yo la famille Code Dramani Sahélien, en espérant que vous allez bien. La famille, je vais vous demander de repuer un maximum la vidéo. La vidéo la vidéo Donc, nous sommes le 30 juin 2026. La famille, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne continuent l'offensive contre les mercenaires téléguidés. Ils sont frappés dans tous les secteurs. Tous les secteurs. On a une information qui nous vient du Niger, que les mercenaires téléguidés ont tenté encore de se regrouper pour faire une attaque. Ils ont été matés copieusement par l'armée du Niger. Et nous avons les vidéos et les photos sur Telegram. Voilà. Donc, ils ont été matés durement, très durement même. Ah ouais, là, on voit beaucoup, énormément de mercenaires matés, couchés au sol. On vous a dit, oh, vous pouvez venir, vous partez pas. Du côté du Mali, ça frappe dans tous les sens. Ségou, Bouloukessi, du côté de Kidal, Mopti, Gao, pareil, neutralisation sur neutralisation. Donc, au continue, on dit à notre armée vraiment qu'on les soutient et on les remercie pour le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le théâtre d'opération. Franchement, on est fiers. On voit aussi l'offensive de l'armée malienne dans les forêts. Oui. Donc, franchement, c'est bien. Donc, les mercenaires téléguidés, vous cherchez l'armée malienne, ils sont sur le terrain, bizarrement, on vous voit pas. Vous les voyez, vous fuyez. Donc, vous voulez pas aller dans votre soi-disant paradis. Sinon, là, on va vous donner un pass gratuit. Donc, la famille aussi, on a l'organisation des droits de l'homme, Human, je sais pas quoi, là, hein, qui sort pour dire encore que depuis le 25, l'armée malienne a déjà des civils. C'est toujours la même chose. Quand on déjà leurs mercenaires, ils disent qu'on a déjà des civils. C'est ça la réalité. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est de parler de co-belligérants. En gros, que l'armée malienne, hein, l'armée malienne qui est une armée républicaine d'un pays, nous comparait directement à des organisations mercenaires téléguidées affiliées à leurs sponsors. En gros, ils nous demandent des comptes à nous, ils demandent des comptes aussi aux mercenaires téléguidés. Je sais pas c'est quand vous allez vous rêver pour dire ces organisations, elles ont été créées pour les Africains. Ou selon Donald Trump, il a déjà des civils en Iran, on lui demande pas autant de comptes. Hein, Israël, ils font la même chose. Hein? Il y a des pays, la France notamment, quand ils étaient au Mali, ils ont commis énormément de bavures, même en Centrafrique. Mais ils étaient où ces organisations-là? On vous a dit, ces pays, tout ça là, c'est pour les Africains, mais vous êtes encore attachés à ça, bande d'esclaves de salon que vous êtes. Donc en tout cas, force à nos armées, le combat continue. On voit les escortes aussi de l'armée malienne qui a sauté leur blocus et j'ai dit encore, je leur pose la question. Kidal, c'est comment? Kidal, c'est d'où ou pas? Vous avez dit vous voulez Kidal, on a laissé Kidal. Maintenant, vous voulez plus rentrer à Kidal. Vous parlez plus de Kidal, vous envoyez plus de journalistes à Kidal. Kidal est malien et restera malien. Du côté du Burkina Faso, on a nos présidents de, comment ça s'appelle, de nos parlements qui sont en réunion pour le parlement de la Confédération des États du Sahel. Donc, on passe un grand salam au général de corps d'armée Malik Diao. Franchement, une personne où on parle pas beaucoup, mais qui est un pilier aujourd'hui de cette révolution. C'est un pilier de la révolution. Donc, on lui passe un grand salam. On lui dit courage, force à lui et que Dieu lui facilite en tout cas le retour. Donc, voilà. Donc, la famille, on revient avec plus d'informations. On va tenter de faire un peu plus de live. C'est vrai qu'en ce moment, on est en bagarre sur Facebook avec les mercenaires téléguidés et des réseaux sociaux qui sont là-bas. Voilà. Et moi, j'apporte mon soutien aussi à tous mes frères et sœurs qui font le combat contre Orange. Franchement, volume magne, à magnérédé, volume tatienen des dos. Donc vraiment, force, courage. Hein, nous, on est déjà sur d'autres théâtres d'opération. Franchement, sinon, on vous aura vraiment soutenu. Mais en tout cas, le cœur, il est avec vous. Vous qui le faites là. On est tout cœur avec vous et puis on vous donne un soutien fort. On n'oublie pas le lancement de l'opération Mali Niéda Koura le 11 juillet 2026 à la place Cannes. Voilà. Donc, sortez massivement. Et ceux qui veulent des t-shirts, des casquettes pour l'opération, voilà, vous venez en privé, on va vous donner le bureau, les contacts où vous pouvez aller récupérer vos équipements. Donc sur ce, la famille, prenez soin de vous, la lutte continue ensemble. Merci beaucoup. J'ai un message à envoyer aux dirigeants de l'Union européenne qui viennent nous parler d'élections au Mali, d'élections présidentielles au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Voilà ce qu'on appelle l'hypocrisie.
dans votre propre continent, à quelque part, une personne que vous côtoyez tous les jours, l'Ukraine, Zelensky, il n'y a pas d'élection, pourtant ça ne vous dérange pas, parce qu'il protège vos intérêts. Et de l'autre côté du Mali, Burkina et les 3 pays de l'AES, vous dites, oui, il faut obligatoirement des élections. Vous savez, votre publication là, votre, c'est pas convention ou c'est pas quoi que vous avez signé là, c'est entre vous. C'est entre vous. Gérez-la entre vous. En tout cas, dans ces pays-là, tant que vous êtes en train d'envoyer des milliers d'armes pour détruire ces pays-là, il n'y aura pas d'élection. Peut-être des élections municipales. Mais on ne peut pas être en guerre. Des gens se font tuer, vous nous parlez d'élection. Parce que vous, l'élection présidentielle, pour vous, c'est le meilleur moyen d'envoyer votre pion, gérer ce pays-là. Mais vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas d'élection. Tant que vous êtes en train de continuer d'envoyer des armes et des enfants du Mali, du Burkina, du Niger se font tuer par vos armes, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Parce qu'on ne peut pas laisser ce pays-là entre les mains des complices des terroristes, ni entre les mains de vos vassaux. Donc, vous allez devoir patienter. Parce que même aujourd'hui, si le Mali décide ou le Burkina décide de faire des élections, ce sera des élections municipales ou législatives. Et il faut que le climat de paix règne pour que ça revienne. Et ce climat de paix-là ne régnera jamais tant que vous continuez à envoyer des armes. Des milliards d'euros, vous financez chaque année pour l'envoyer dans le Sahel. Et que des enfants africains se font tuer tous les jours par ces armes-là. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là pour nous parler d'élections, pour nous parler de paix. Vous ne voulez même pas la paix en Afrique. La paix en Afrique n'a jamais été votre préoccupation. Tout ce qui vous intéresse en Afrique, c'est les ressources. Et peu importe les manières dont vous ferez pour y mettre la main. Mais les Africains sont réveillés. On n'acceptera pas. La priorité de tout peuple, c'est la paix. Sans paix, on ne peut rien faire. Il n'y aura ni développement, ni d'élection. Donc, si vous voulez des élections en Afrique, là, arrêtez d'envoyer des armes là-bas. Arrêtez d'envoyer des armes. On ne peut pas chaque jour faire la queue au cimetière pour enterrer nos gosses et après le lendemain dire qu'on va aller voter. Qui va voter d'ailleurs? Qui va voter? Et se faire fusiller par les terroristes que vous-même vous avez armés. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie. Il n'y aura pas d'élection. Vous allez devoir patienter. Votre résolution que vous avez votée entre vous là, appliquez-la à l'Ukraine. C'est mieux. Si vous voulez juste participer à des élections, couvrir des élections, parler de droits de l'homme, allez voir Zelensky. Dites-le lui. Si vous voulez des droits de l'homme aussi, allez voir là-bas où on traque les gens comme des chèvres dans les rues pour les envoyer au front, pour les envoyer au mouroir. Les peuples africains n'ont aucune leçon de démocratie à recevoir de vous. Vous qui êtes un peuple de monarques, l'Union européenne compte une dizaine de monarchies aujourd'hui. C'est vous qui osez nous parler de démocratie. La démocratie n'a jamais été une affaire européenne. Jamais, jamais. Ça se voit aujourd'hui. Vous avez des princes, vous avez des rois et vous n'en parlez pas. Au moins chez nous, nous avons des présidents qu'on élit. Au moment où je vous parle, les soldats français sont revenus au Tchad. Le Tchadien croit qu'il va avancer avec ça. Son père, à lui, a été massacré par les mêmes, par Macron. Le père de Idriss Kaka Déby. C'est pas les Tchadiens. Enfin, dans le sens où c'est pas l'objectif des Tchadiens. C'était Macron. Ce sont les Français qui ont tout organisé. Le père de Kaka Déby. Il ne sait pas ça, oui, parce qu'il est ignorant, mais il faut le lui dire que son père, là, c'est celui-là qui mange avec lui, là, qu'il a massacré, qu'il a envoyé au repos éternel. Il fait venir encore des soldats français au Tchad. 700 sont revenus. Question. Ils viennent officiellement pour lutter contre le terreau. Mais qui leur a demandé que on a besoin de lutter contre le terreau avec les Français? Mais Kaka Déby, quand il fait ça, il ne sait pas que le terreau, là, ça vient de la France. C'est depuis qu'ils ont détruit la Libye, là, que le terreau est rentré. Vous allez me dire que les rébellions du Tchad ont commencé. Non, mais ça, c'était interne. Ce sont des Tchadiens eux-mêmes qui ne s'entendaient pas. Mais le terreau, là, où on va prendre des Arabes et tout, des Algériens, des Mauritaniens, bon, les Mauritaniens sont des Noirs aussi pour la plupart. 85% sont des Noirs.
même si à la tête c'est toujours des Arabes, mais ce sont des Noirs. Ça va changer un jour. Je vais dire que le terreau que nous connaissons actuellement dans le Sahel, c'est une version purement française, américaine, otanienne. D'ailleurs, même les rébellions anti-tchadiennes, les coups d'État là, Idriss Déby, Hissène Habré, tout ce monde-là, c'était qui? Mais ce sont toujours les mêmes. Je ne comprends pas nos dirigeants, comment ils sont. Kaka Déby a bien commencé. C'est pour ça qu'il s'est acharné à organiser des élections à la con, parce que bon, il voulait faire plaisir aux autres. Mais tu leur fais plaisir, voilà. Tu vas passer tout ton temps à leur faire plaisir, parce que le jour que tu ne vas plus leur faire plaisir, ce sont eux-là qui vont te descendre. Je salue le courage de Traoré. C'est-à-dire, quand je vois ça, je dis, oh, Traoré est fort. Pour rompre les relations diplomatiques. J'espère que l'AES va faire pareil. Et ils vont faire ça avec l'Union européenne. À cause de la résolution qu'ils ont faite, ils n'ont qu'à faire ça avec l'Union européenne. Vous allez les voir eux-mêmes là. Ils vont commencer à revenir encore. Mais Air France est venu, non? Air France a voulu revenir. C'est les pays du Sahel qui ont dit ta place a déjà été prise. Qui part à la chasse perd sa place. Donc les amis, ne soyez pas surpris que le calme précaire qu'il y a aujourd'hui au Tchad puisse encore dégénérer. Parce que quand vous amenez le diable dans la maison, il finira par faire ce qu'il a à faire de mieux. Et un jour, il va même vous croquer vous-même. Les amis, soyez bénis, j'ai dit. Les amis, dans mes dernières vidéos, j'ai dit j'espère vraiment que le gouvernement continuera à prendre des décisions par rapport à ces terreaux pour tous les neutraliser, comme celle concernant les zones à éviter, enfin interdites, et également l'interdiction de la circulation des motos. Comme je vous ai dit, là, il y a encore une nouvelle décision qui a été prise. Interdiction de la circulation des véhicules sans plaque d'immatriculation. Et ça, c'est super bien. De plus, le gouvernement a mis en place une exonération concernant les véhicules qui n'excèdent pas plus de 30 millions de francs CFA. Mais de toute façon, regardez le reportage à suivre, vous allez tout comprendre. Une exonération, c'est une décharge qui fait en sorte que vous ne payez pas ou moins. En tout cas, regardez le documentaire, vous allez vite comprendre. Vive le gouvernement de la transition, vive Assimi Goïta, le Mali vaincra. Et il est désormais interdit à tout véhicule sans plaque d'immatriculation de circuler sur le territoire national. Mais ce n'est pas tout. Les autorités de la transition accompagnent la mesure d'une exonération exceptionnelle et immédiate. Il s'agit des frais de douane et d'enregistrement seulement pour les véhicules n'excédant pas 30 millions de francs CFA comme valeur d'acquisition. C'est le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Alusseini Sanou, qui a fait l'annonce ce matin. Et retrouvons Alusseini pour nous donner plus de détails sur cette opération d'envergure. C'est une mesure forte dictée par un impératif sécuritaire absolu. Sur le terrain, les véhicules sans plaque d'immatriculation représentent un danger réel car ils empêchent toute identification. Comme vous le savez, les véhicules sans plaque sont souvent utilisés par des terroristes pour pouvoir faire des forfaits et on ne peut pas savoir à qui appartiennent ces véhicules. Pour pouvoir mettre fin à ça, le gouvernement a décidé donc de prendre des mesures pour interdire définitivement la circulation des véhicules qui n'ont pas de plaque. Il est évident que cette mesure-ci, elle intervient sans accompagnement, sans mesure d'atténuation. Cela peut heurter les populations qui souffrent déjà donc, des conséquences de ce terrorisme. Cela peut également heurter même les hommes en tenue qui tous les jours se battent au prix de leur vie pour sauver nos braves populations. Donc c'est ainsi que nous avons adopté une mesure pour permettre pendant la période d'une année d'autoriser donc l'exonération du dédouanement de tous les véhicules sans plaque qui circulent aujourd'hui. Dans la pratique, pour mettre en œuvre cette décision, deux cas de figure se présentent pour les usagers. Tous les véhicules qui n'ont pas de plaque minéralogique ont un délai de 1 an pour régulariser la situation. Et pour favoriser cela, nous avons analysé cette situation et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une partie des véhicules qui ont déjà consigné les droits de douane. Généralement, ça, c'est tous les véhicules civils qui, dès qu'ils traversent la frontière, ils ont déjà consigné les droits de douane. Donc pour ces véhicules, qu'est-ce qui reste à payer? C'est les droits de timbre et les droits d'enregistrement, ce qu'on appelle communément les affaires économiques. Donc nous avons décidé pour ces véhicules d'exonérer totalement le paiement des droits de timbre et les droits d'enregistrement pendant une période de 6 mois. Donc tous les détenteurs de véhicules qui ont déjà consigné les droits au cordon douanier et qui circulent peuvent venir au niveau des affaires économiques
pour demander purement et simplement l'enregistrement de leur véhicule pour qu'ils puissent avoir les plaques sans payer les droits d'enregistrement, sans payer les droits de timbre. Les véhicules qui n'ont pas consigné les droits de douane à l'entrée et les véhicules donc qui n'ont pas également payé les droits de timbre et les droits d'enregistrement, et ils ont un délai de 1 an. Et pendant 1 année, ils ont l'obligation de venir régulariser leur situation et nous avons donné une exonération non seulement sur les droits de douane, mais également sur les droits de timbre et les droits d'enregistrement pour ces véhicules. Il faut évidemment savoir que cette mesure va avoir des conséquences budgétaires, mais le plus important pour le gouvernement, c'est de savoir qu'il faut faciliter la vie des populations. L'exonération concerne tous les véhicules dont la valeur en douane est inférieure à 30 millions de francs CFA. Cette mesure est d'application immédiate à partir de ce jour 30 juin 2026. Une concession financière de taille donc, mais pleinement assumée par les autorités de la transition. Chaque citoyen concerné, civil comme militaire, est désormais appelé à se rapprocher de son administration de tutelle pour constituer son dossier et obtenir enfin une immatriculation en bonne et due forme. Donc vous avez vu, franchement, mention spéciale encore une fois au gouvernement de Assimi Goïta, de son excellence le président général d'armée, chef de l'État, chef suprême des armées. Merci. Continuez comme ça. Je vous assure que les terreaux vont vite être neutralisés. Ça, c'est une certitude. Il y a quelque temps, la justice malienne a tranché sur l'officier lieutenant-colonel de la DGSE, espion français, qui avait été arrêté au mois d'août de l'an passé pour avoir participé à une tentative de coup d'État, une tentative de déstabilisation, contre le Mali. L'officier de la DGSE, espion attitré, s'appelle Yann Christian Bernard Vézilier. Et tout le monde se souvient qu'au début, quand cette arrestation a eu lieu, les autorités françaises ont refusé de reconnaître qu'il s'agissait bien d'un espion, de reconnaître qu'il s'agissait bien d'un agent de la DGSE, et ont voulu uniquement le présenter comme un fonctionnaire de l'ambassade de France au Mali. Mais l'évidence s'étant imposée, puisque les fins limiers de l'investigation et les autorités maliennes ont donné tous les éléments d'appréciation permettant de savoir qu'il s'agissait bel et bien d'un agent de la DGSE, c'est-à-dire d'un espion français, et mieux que celui-ci était bel et bien entré en contact avec des officiers de la République du Mali pour renverser le régime du président Assimi Goïta, régime du président Assimi Goïta qui est, comme vous le savez, tout naturellement accusé par le régime de Macron, la junte néocolonialiste et terroriste française de Macron, d'avoir délogé les troupes françaises du Mali, inspiré ainsi le Burkina Faso et le Niger de prendre les mêmes décisions, et d'avoir entamé le processus du recouvrement de la souveraineté réelle des États du Sahel sur le terrain minier économique, sur le terrain diplomatique, sur le terrain militaire, sur le terrain symbolique, spirituel et moral. Alors, Yann Christian Bernard Vézilier, lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, officier de la DGSE, maître espion, a été pris la main dans le sac. Et c'est parce que les juges maliens ont trouvé moult preuves de son implication dans la tentative de renversement de la révolution malienne qu'il a donc été arrêté, il a été jugé, il a été condamné à 20 ans de prison avec d'autres amendes accessoires. La justice a tranché. Au lieu de respecter la justice malienne, eh bien, les autorités françaises, le gouvernement français, la junte néocolonialiste et terroriste française, qui plus est, qui est à la manœuvre de la déstabilisation de l'Afrique pour pouvoir y reconquérir des postes de pillage d'uranium, d'or, de manganèse, de pétrole, de gaz, de cobalt, de lithium, de diamants et consorts, a choisi la stratégie du déni. Elle ne veut pas reconnaître ses torts, au contraire, c'est la fuite en avant. La ligne officielle du régime Macron consiste à dire que les accusations sur la base desquelles
eh bien, Yann Christian Bernard Vézilier a été condamné, sont des accusations infondées. Mais on n'a même pas vu le début de la démonstration du non-fondement de ces accusations. Que l'officier espion Yann Christian Bernard Vézilier soit entré en contact avec des officiers maliens pour renverser le président Assimi Goïta, de cela il y a une foultitude de preuves. Que ce soit la mission des officiers de la DGSE dans les pays dont les gouvernements ne font pas les 4 volontés de Paris, cela aussi a été confirmé par un directeur même de la DGSE qui a dit « Quand nous envoyons nos officiers espions dans des pays dont les dirigeants ne font pas la volonté de nos dirigeants, la mission de nos officiers est de provoquer la trahison des officiers nationaux, la trahison des nationaux contre le régime, afin que celui-ci tombe et que soit instauré un régime compatible avec les intérêts français. » Donc, c'est tellement évident quand on regarde en plus la longue histoire des ingérences, des interventions militaires, des interventions de mercenaires français dans les affaires politiques africaines. Ingérence qui n'a surtout pas pris fin en cette année 2026 où on voit activement des députés français, des sénateurs français, des ministres, le président de la République française lui-même, des officiers français prôner et promouvoir l'instauration d'un califat terroriste islamiste dans le Sahel. Tout le monde sait que le projet du FLA, du JNIM, est officiellement et ouvertement parrainé par la France. La France qui héberge actuellement et qui accueille régulièrement tous les grands chefs de la déstabilisation terroriste du Sahel, comme les Ag Intala, les Bilal Ag Sherif, les Oumar Mariko, les Étienne Fakaba Sissoko, les Iyad Ag Gali, pour ne citer que cela, les Mahmoud Diko et consorts. Alors que le monde entier sait que la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sahel, du Nigeria, la déstabilisation du Golfe de Guinée a pour agents actifs les officiers de la DGSE française, les officiers de la Légion étrangère française, qui sont les instructeurs directs des groupes terroristes. Alors que maintenant, c'est une évidence qui a été reconnue, même par des journalistes d'investigation travaillant dans la presse officielle française, comme Robert Navarro ou Georges Malbruno. Les dirigeants français continuent dans la politique de l'autruche, ne veulent pas reconnaître le rôle d'avant-garde de la France dans la déstabilisation de l'Afrique, notamment depuis la destruction de la Libye par les bombardements de l'OTAN et l'invasion du Sahel par les groupes armés par l'OTAN en Libye. Il y a là comme une incapacité à faire face à la réalité qui aujourd'hui paralyse en fait la politique internationale de la France dans le mensonge, dans le déni, dans le refus de regarder en face son implication hautement criminelle dans les tragédies qui ensanglantent depuis plusieurs décennies, voire siècles d'ailleurs, cette partie du monde, l'Afrique. Mais ce matin, si je vous parle, c'est parce que, faisant ma revue de presse internationale, je tombe sur un article du quotidien Libération. L'article, le voici. Le quotidien Libération publie un article et voici l'article en question. Je vous montre la une de cet article. Vous voyez la une? Voici l'article. Voici l'article dont je vais vous parler. Alors, l'article est intitulé « Sahel, le Mali condamne un Français agent de la DGSE à 20 ans de prison ». Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation de journaliste. L'article dit « Le Mali condamne un Français agent de la DGSE à 20 ans de prison ».
quelle est la photo qu'on doit utiliser pour illustrer un article qui parle de la condamnation d'une personne à 20 ans de prison. Un article qui parle de la condamnation de quelqu'un à 20 ans de prison doit être illustré par la photo de la personne, comme par exemple l'a fait cet autre site. Et voici la personne qui a été condamnée. Tous les autres sites qui font un tant soit peu un peu leur travail de journaliste ont mis la photo de M. Yann Christian Bernard Vézilier, l'espion français qui a été pris en train de tenter d'organiser un coup d'État ici au Mali et qui a été jugé et condamné à 20 ans de prison. Donc tout le monde s'attendrait, et c'est logique, qu'un article du quotidien Libération qui parle d'un Français agent de la DGSE qui est condamné à 20 ans de prison nous montre le Français en question. D'autant plus qu'on le connaît. C'est M. Yann Christian Bernard Vézilier, le voici. Voici celui dont la photo devait être utilisée par Libération pour illustrer son article, pour qu'on sache très bien que c'est lui qui est condamné. Du coup, la question que je me suis posée et qui justifie cette émission, elle est la suivante. Mais pourquoi le quotidien Libération, au lieu de publier la photo de ce monsieur, de cet espion, pourquoi Libération, au lieu de publier la photo de Yann Christian Bernard Vézilier, celui qui est condamné, celui qui est emprisonné, afin d'émouvoir, si possible, certaines personnes naïves en France, qui ne veulent pas condamner la barbouzerie française en Afrique. Oh, eh bien, pourquoi, au lieu d'utiliser la photo de Yann Christian Bernard Vézilier, qui n'est pas difficile à trouver, pourquoi Libération choisit de publier fondamentalement la photo du président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali? Ceux qui ne sont pas habitués à l'analyse politique, à l'analyse psychologique et à l'analyse symbolique peuvent trouver que c'est un fait banal. Qu'on ait utilisé plutôt la photo du président Assimi Goïta et non pas la photo de celui qui a été condamné, après avoir été arrêté en train de tenter de renverser le régime du Mali. Mais pour ma part, cela m'a inspiré une réflexion que j'ai publiée sous forme de tribune et je vais vous lire la réflexion en question pour que vous preniez conscience de la gravité de ce qui a été fait. Voici ce que cela m'a inspiré. Quand le quotidien Libération met à prix la tête du président malien Assimi Goïta, la logique du bouc émissaire employé par la presse française contre le président du Mali, une photo du chef de l'État malien utilisée pour illustrer un article sur un espion français condamné au Mali. C'est globalement cela le titre. Le néocolonialisme français se permet tout, surtout quand il inspire le terreau-journalisme français. L'une des règles de cette déviance typique du déni de réalité des puissances néocolonialistes, c'est celle de l'inversion des responsabilités, qui consiste à culpabiliser les victimes et blanchir les criminels. Regardez bien cet intitulé de Libération. Regardez bien cet intitulé de Libération. Libération, c'est le quotidien français. Alors même que l'objet de l'article concerne l'espion de la DGSE, l'objet de l'article, c'est lui là, c'est celui c'est le monsieur qui est en bas. Alors même que l'objet de l'article concerne cet homme, c'est lui qui est l'objet de l'article. L'objet de l'article concerne l'espion de la DGSE, arrêté, jugé et condamné à 20 ans de prison au Mali pour participation à une tentative de coup d'État, à savoir le tristement fameux lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier. Eh bien, le quotidien français choisit délibérément de mettre en exergue, pour illustrer l'article, une photo du chef de l'État du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Quel est le message subliminal? Quel est le message caché dans cette inversion d'image? La presse française accuse en fait le président malien et met sa propre tête à prix pour cause d'arrestation, de jugement et de condamnation de l'indélicat espion français condamné à juste titre par la justice malienne.
Alors même que la justice malienne a condamné Yann Vézilier sur la base d'infractions dûment constituées, la presse française s'acharne à voir dans l'arrestation, le jugement et la condamnation de cet espion un crime de lèse-majesté qu'aurait commis le chef de l'État malien contre un représentant de la junte néocolonialiste et terroriste française qui sévit pourtant depuis plusieurs décennies en Afrique. De façon scandaleuse, on part donc du principe, dans la logique perverse du journal Libération, que les États africains n'ont pas le droit d'arrêter, de juger et de condamner des mercenaires ou espions français qui attentent à leur paix, à leur sécurité et à leur prospérité. La logique terreau-journalistique du quotidien Libération veut donc que les pays africains ferment les yeux sur les crimes des agents néocolonialistes de la secte de Bob Denard, sous peine de voir les dirigeants de ces pays ciblés comme hommes à abattre. En vérité, la manière de publier cette information dans le quotidien Libération signifie que l'homme à abattre pour la France, c'est le général d'armée Assimi Goïta, et non l'indélicat espion français placé sous les verrous. Les autorités de la République du Mali doivent par conséquent bien saisir le message subliminal de la presse terreau-journalistique française. Voici le message. Citation. « Soumettez-vous à notre domination ou nous mettrons vos têtes à prix. Laissez nos espions imposer nos valets à la tête de vos pays ou nous vous ferons de toutes les façons possibles la peau. » Fin de citation. C'est ça le message que la presse terreau-journalistique envoie aux dirigeants africains en général, maliens en particulier. Quand on se souvient des crimes commis par les mercenaires terroristes du JNIM-FLA sous le leadership de Iyad Ag-Ghali, Ag Al-Gabas, Bilal Ag-Sherif, Étienne Fakaba Sissoko, Oumar Mariko, soutenus par le régime Macron au Mali lors de leur attaque complexe, coordonnée et massive du 25 avril 2026, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, parmi lesquelles le ministre d'État de la Défense du Mali, le regretté général d'armée Sadio Kamara. Quand on se souvient des crimes que ces hommes de Macron ont perpétrés encore de fraîche date ici, on comprend alors que la publication du journal Libération est une désignation de cible pour les futures opérations de l'impérial terrorisme français en Afrique. Quel scandale, quelle ignominie! Le blanchiment du coupable et la diabolisation des victimes sont ici intimement liés. En ciblant ouvertement le président Assimi Goïta comme l'homme à abattre de la France, après que les mercenaires pro-français aient tué son bras droit, le ministre d'État Sadio Kamara, le quotidien français Libération rend un service supplémentaire de lucidité aux autorités maliennes. Car ainsi, le président Goïta et ses compagnons sont bien avertis que la France, quoi qu'il fasse à présent, ne leur pardonnera jamais de l'avoir délogé du sol malien en 2022 et d'avoir déclenché la révolution sahélienne en cours, qui par la suite a produit les mêmes conséquences au Burkina Faso et au Niger. Dès lors, si les autorités maliennes savent désormais très bien que leurs têtes sont mises à prix à Paris, pourquoi commettrait-elle l'erreur d'accorder une grâce présidentielle à un espion d'une DGSE qui de toutes les façons a désormais pour mission officielle la chute brutale du régime du Mali Koura, comme l'a révélé récemment le terreau-député français Bruno Fuchs dans une scandaleuse interview? Pourquoi le Mali accorderait-il alors une grâce présidentielle à un officier qui serait aussitôt réaffecté à la préparation d'un meilleur coup d'État contre le président Assimi Goïta? Mieux vaut prévenir que guérir. Les autorités sahéliennes le savent et ne doivent surtout jamais l'oublier si elles veulent préserver la révolution panafricaine en cours. Les espions néocolonialistes étrangers qui s'aventurent
à déstabiliser les États africains ne doivent jamais plus bénéficier de grâce présidentielle, car les vies des Africains valent au moins autant que les leurs. Et c'est à l'Afrique de faire respecter ses vies en appliquant fermement les décisions de justice prises contre ses ennemis. Force et courage aux nobles autorités maliennes dans ce combat sacerdotal pour la dignité africaine. Force et courage au président Assimi Goïta livré à la vindicte néocolonialiste française pour avoir simplement défendu les droits souverains du peuple malien. Force et courage aux forces armées maliennes, les FAMA, qui mènent le bon combat. Force et courage à la justice malienne contre les mercenaires terroristes de toutes origines. Que justice soit. Bamako, le 9 juin 2026, professeur Franklin Nathan Nyamsi, Ouah Cameroun, Ouah Mali, Ouah Africa, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Telle est la tribune qui m'a été inspirée par cette tentative d'inversion de responsabilité et par cette désignation implicite du président Assimi Goïta par la presse française comme étant l'homme à abattre. Alors même que celui qui a été arrêté a été pris en train de déstabiliser un pays qui n'est pas le sien. Je voudrais ajouter quelques commentaires avant de clore cette intervention matinale. Tout le monde est au courant des nombreuses condamnations instrumentalisées par le palais de l'Élysée, par le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française contre les militants, les activistes, les intellectuels panafricanistes. Vous êtes au courant, vous qui écoutez cette émission, de toutes les manipulations de la justice française, de la justice européenne, qui ont été faites par Emmanuel Macron et même certains de ses prédécesseurs pour punir, sanctionner durement tous ceux ou celles d'entre nous qui ont seulement voulu défendre la liberté, la dignité et la prospérité de tous les Africains. Moi qui vous parle, j'ai fait l'objet maintenant pratiquement de 5 procédures de justice instrumentalisées à partir du palais de l'Élysée. L'une d'entre elles, en dernière date, a eu lieu le 10 février 2026, lorsque Emmanuel Macron, sans même passer par un juge, Emmanuel Macron a ordonné à son ministre de l'Intérieur et à son ministre de l'Économie et des Finances de geler tous mes avoirs bancaires et tous mes biens économiques en France, parce que je suis, l'un des principaux artisans de la déconstruction du néocolonialisme français en Afrique. Emmanuel Macron a ordonné d'autorité le gel de mes biens et de mes avoirs économiques pour 6 mois. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez observé de la part de la justice française ou de la part d'Emmanuel Macron un quelconque usage d'une grâce présidentielle envers moi, dans toutes les procédures qu'il a instrumentalisées contre moi? Est-ce que Macron a pris un décret de grâce présidentielle envers moi? Depuis le mois de février, tous mes avoirs et mes biens économiques avec lesquels je fais vivre ma famille en France sont gelés. Ça fait déjà 4 mois. Décidé par Macron. J'ai porté plainte contre Macron devant la justice française pour dire que j'avais le droit de critiquer la politique africaine de la France et que Macron n'a pas le droit d'utiliser le pouvoir exécutif pour me priver de mes biens. Vous savez ce que la justice a dit? Qu'elle ne veut pas se mêler de cette affaire. C'est une affaire qui me concerne avec Macron. C'est globalement ça l'arrêt du tribunal administratif. Le juge estime que cette affaire oppose un citoyen au gouvernement et que c'est une affaire qui ne concerne pas la justice. La justice ne se sent pas concernée quand on gèle en France les biens et les avoirs de personnes qui ont simplement critiqué la politique africaine de la France. La justice dit, j'en ai rien à secouer. C'est ce que le juge a dit. Et je salue ici le collectif de mes intrépides avocats, dirigé par Maître Ndjifutao Woshawa Aboubek, animé par Maître Sylvain Senda, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, Maître Geoffroy Balonga, Maître Diakité,
animé par maître, eh bien, par plusieurs avocats, ils sont une dizaine. Je les salue pour être allés devant le tribunal, constater que la justice avait peur de se saisir d'une violation des droits d'un citoyen par le président français. Vous connaissez toutes les procédures judiciaires qu'a subi en France un Kémy Séba, les procédures judiciaires qu'a subi en France un Negunchi Béhanzin, par exemple. Vous connaissez les procédures judiciaires et extrajudiciaires que subit en France et en Europe Nathalie Yamb. Ce sont des militants, des activistes, des combattants panafricanistes. Dites-moi depuis quand vous avez entendu parler d'une grâce du pouvoir français ou du pouvoir européen envers quelques activistes, militants, intellectuels, leaders panafricanistes que ce soit. C'est déjà arrivé quand? Nous avons bénéficié de la grâce quand? Moi, ça fait 5 mois que mes avoirs en France sont bloqués. Je ne peux plus vivre convenablement en France parce que si je dois vivre en France, je ne pourrai pas générer de revenus pour m'occuper de moi-même et m'occuper de ma famille. Ça a été décidé le 10 février. Même pas par un juge. Ça a été décidé par Macron au palais de l'Élysée, avec 2 de ses ministres. Allez me geler les avoirs de ce type. Cette presse française-là, elle est là. Elle ne voit pas ça. Mais elle vient juger des décisions de justice que la justice malienne a souverainement prises après avoir attrapé Yann Christian Bernard Vézilier en train de communiquer, d'agir, de comploter avec des officiers maliens pour renverser le gouvernement révolutionnaire du Mali. Ces gens-là qui ne pardonnent pas à Niamsi, qui ne pardonnent pas à Nathalie Yamb, qui ne pardonnent pas à Kémy Séba, qui ne pardonnent pas à Egunchi Béhanzin, vous allez leur pardonner? Est-ce que nous, Africains, là, on sera respectés dans ce monde si on continue à pardonner à ceux qui ne nous pardonnent jamais? Est-ce que nous, on sera respectés si on continue à pardonner à ceux qui ne nous pardonnent jamais? Alors que nous ne nous pardonnons même pas entre nous. Les néocolonialistes français, le régime Macron est clairement coupable de l'assassinat du ministre d'État. Du ministre d'État, ministre de la Défense du Mali. Ceux qui sont venus tuer le général d'armée Sadio Kamara dans sa maison avec sa famille à Bamako, ce sont les hommes de Macron. Car le FLA, le JNIM, sont des organisations terroristes directement soutenues par la France. Directement soutenues par la France. Oumar Mariko, Etienne Fakaba Sissoko, Bilal Ak-Sherif, Ag Intala, etc. Ce sont des agents français. Et ils s'affichent comme tels. Et ils s'expriment comme tels. Donc eux, ils sont venus ici, à Bamako. Ils ont tué le général Sadio Kamara, tué son épouse, tué ses enfants. Ils ont tué des musulmans maliens qui priaient tranquillement dans une mosquée à côté de la maison du général Sadio Kamara. Et celui-là même qui est l'un des complices de ce complot contre le Mali, on l'attrape, on le juge, on le met en prison. Et il y a des gens qui se mettent à espérer qu'on va le libérer. On va le libérer pourquoi? Mais pour le libérer, il faut qu'il ressuscite Sadio Kamara. Qu'il nous donne Sadio Kamara vivant. Qu'il nous donne l'épouse de Sadio Kamara et ses enfants vivants. On va le libérer pourquoi? Ils ont déjà programmé l'élimination par tous les moyens possibles du président Assimi Goïta. Le député Bruno Fuchs nous a dit ouvertement, Bruno Fuchs le dit, c'est une question de jours, c'est une question de semaines ou une question de mois. Nous allons installer un régime qui ressemble à celui de l'Afghanistan au Mali. Le régime du président Assimi Goïta, prétend Bruno Fuchs, va tomber. Voilà ce que dit Bruno Fuchs, député, président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement français. Vous pensez que dans ces conditions-là, il faut se hasarder à libérer
quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont organisé, théorisé l'assassinat de notre ministre d'État, ministre de la Défense. Mais je dis que nous sommes vraiment au carrefour de nos vies ici en Afrique. La décision du gouvernement malien, la décision de la justice malienne et des autorités maliennes d'arrêter, de juger, de condamner l'espion criminel Yann Christian Bernard Vézilier est une décision fondamentale. C'est une décision de justice. Les autorités maliennes, de mon point de vue, doivent l'appliquer avec la dernière énergie et jusqu'à au dernier détail. On ne respectera pas nos vies si nous ne sommes pas capables d'imposer aux Occidentaux notre justice. L'Occident impérialiste, néocolonialiste et terroriste ne respectera jamais l'Afrique si l'Afrique ne lui oppose pas sa justice jusqu'au bout. L'une des raisons pour lesquelles les forces armées maliennes doivent continuer le combat, c'est pour que Yann Christian Bernard Vézilier subisse sa peine jusqu'au bout. Parce que les soldats maliens qui meurent à chaque instant, ils meurent parce que les camarades de Yann Christian Bernard Vézilier sont en train d'encadrer les troupes terroristes qui attaquent l'armée malienne. Mais oui! Donc lui, on va le libérer par rapport à quoi? Il a été pris en train de comploter pour renverser les autorités maliennes. Et ce complot est en train d'être mis en œuvre. Ce complot continue. Des députés, des généraux français s'expriment tous les jours sur les médias pour dire qu'ils vont faire tomber à tout prix le régime du président Assimi Goïta. Pourquoi le président Assimi Goïta aurait intérêt à signer une grâce présidentielle pour quelqu'un qui, à peine sorti de prison, va aller participer à la prochaine attaque, sur la base d'ailleurs des renseignements qu'il a récoltés sur le terrain. Donc je voudrais ici appeler le peuple africain, appeler les révolutionnaires africains à soutenir les autorités de la transition du Mali et à les appeler à rester fermes. Cette fermeté-là n'est pas une intransigeance, comment on va dire, c'est pas en quelque sorte une simple témérité. Cette fermeté est la condition de notre sécurité. Si nous leur envoyons le signal qu'ils peuvent continuer à envoyer des espions ici, on va juste les attraper pendant quelques mois et ensuite on va les libérer. Ils vont continuer à envoyer encore plus d'espions. Ils vont demander à tous les autres espions, vous avez vu, l'autre il n'a fait que 6 mois. Ah, il n'a fait qu'1 an, vous voyez, c'est pas grave, ça c'est continuer, c'est pour la France. Il faut leur envoyer le signal que si on vous prend en train de faire ingérence, en train de tenter de renverser nos institutions, on vous garde à vie. Lui-même là, c'est à vie, c'est la perpétuité qu'il méritait. On le garde à vie, il finit ses jours au Mali. Il finit ses jours au Mali. Et comme ça, les autres se disent, si on est pris au Mali en train de vouloir faire ça encore, on va finir nos jours là-bas. Pour ma part, 20 ans, c'est très peu pour lui. Quand je vois les dégâts que lui et ses camarades ont commis au Mali, quand je me souviens que au mois d'avril, c'était quand même, au mois de mars, je rencontrais pour la dernière fois le général Sadio Kamara à l'ambassade de Russie, à la fête de l'armée nationale de Russie, ici à Bamako. Et que nous nous donnions rendez-vous le lundi 27, et le lundi 28 avril. Je devais venir le saluer à ses bureaux de Bamako. Et que je me lève le samedi matin, j'apprends qu'on l'a tué. Mais tous ceux qui l'ont tué là, si on les attrape, ils doivent au minimum, si la peine de mort n'est pas applicable, ils doivent rester en prison toute leur vie. Tous ceux qui sont associés au complot impérial terroriste contre le Mali, si on les prend, il ne faut plus jamais qu'ils sortent. Si on les prend, il ne faut plus jamais qu'ils sortent. Parce que c'est ce message-là que le monde entier recevra. Et les gens se rendront compte que les vies des Maliens, les vies des Africains sont importantes pour eux.
Nos vies sont importantes pour nous. Si pour vous, nos vies ne valent rien, pour nous, elles valent quelque chose. Et quand on vous prend en train de vouloir attenter à nos vies, ne rêvez pas de bénéficier de grâce. Parce que vous, pour moins que ça, vous ne pardonnez rien. Pour infiniment moins que ça. Moi, je n'ai jamais voulu renverser le régime de Macron. Je ne suis jamais entré en collision avec des forces militaires quelconques pour attaquer la France. Jamais. Je n'ai même jamais commis l'infraction de gifler quelqu'un en France. Inconnu au bataillon. Là où vous me voyez là, mon casier, est-ce que vous savez que mon extrait de casier judiciaire en France, il est vierge. Moi, mon extrait de casier judiciaire en France, même maintenant, il est vierge. Parce que les juges instrumentalisés par Macron, il y en a un qui a prononcé une condamnation l'année passée dans une affaire d'association qu'ils ont absolument monté de toutes pièces pour essayer de me salir. La petite juge s'est assise comme ça, elle a dit « On ne marquera pas cette condamnation dans le casier judiciaire du professeur. » Voilà des gens, on leur demande de condamner, eux-mêmes ils ont honte à la dernière minute, ils disent « N'écrivez pas ça dans le casier judiciaire. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai sali son casier. » Mon casier, moi qui suis devant vous, et qui a au moins 5-6 procédures judiciaires en cours, il est vierge. Mais moi, qui ai un casier judiciaire vierge, qui n'ai jamais posé d'acte de terrorisme, qui n'ai jamais posé d'acte de déstabilisation, je n'ai jamais commis d'infraction visant à l'atteinte de la sécurité, de la paix en France. Moi, on ne me pardonne rien. On gèle mes biens, on gèle mes avoirs. Nathalie Yam, seulement parce qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Nathalie Yam n'a jamais frappé quelqu'un. En Europe, là-bas. En France même, elle est venue très rarement. Ils ont bloqué tous les comptes. Tous nos comptes là, ils bloquent. Vous voyez comment ils ne pardonnent pas? Simplement pour le fait d'exercer une critique en faveur de la souveraineté africaine. Vous voyez comment ils se comportent? Vous voyez comment l'Union européenne s'est comportée envers Nathalie Yam? Vous voyez comment le régime français s'est comporté envers Nathalie Yam? Imaginez alors si l'un d'entre nous s'était mêlé de vouloir déposer une bombe à Paris. Si l'un d'entre nous était entré dans une caserne en France pour discuter avec quelques militaires et leur dire, bon, est-ce que vous ne pensez pas que Macron, Macron, ne pensez pas qu'il faudrait le flinguer à un moment donné? Ça serait intéressant, non? Si vraiment l'un d'entre nous avait fait ça, est-ce que vous pensez que les juges français hésiteraient à nous donner la peine maximale? Est-ce que vous pensez que Macron, au moment de quitter même du palais présidentiel en mai 2027, penserait à signer une grâce pour nous libérer? C'est parce que ces gens-là ont pris l'habitude de faire n'importe quoi en Afrique, sans conséquence, qu'ils peuvent s'amuser à faire chantage à la justice malienne après qu'elle ait tranché. Donc j'appelle nos autorités à nous protéger et à se protéger. Dans le cas du Mali, le président Assimi Goïta est clairement la cible désignée de Macron. Il veut l'éliminer. Je ne dis pas l'éliminer au sens simplement de le renverser. Non, il veut le tuer. Car ce sont les hommes de Macron qui ont tué le numéro 2 malien. Donc cette information-là, nous l'avons. Et le président Assimi Goïta, qui est un fin et profond stratège, il a cette information. Que Macron, là, Macron veut sa mort. Donc les pièces du puzzle de Macron pour essayer de tuer le président Assimi Goïta, elles ne peuvent pas lui être rendues. Sans par là même se tirer soi-même une balle au pied. Il faut que tous les autres officiers de la DGSE qui sont en Afrique chargés de mener des opérations de déstabilisation notent la jurisprudence de Bamako, la jurisprudence Vézilier. On vous prend, on vous juge, on vous condamne et on n'en parle plus. Je recommence une deuxième fois. On vous prend, on vous juge, on vous condamne et on n'en parle plus. Une troisième fois, à la manière de l'homme à la parole orthogonale, le Premier ministre, général docteur Abdoulaye Maïga. Vous venez, vous, espions français, déstabiliser un pays africain. La jurisprudence Vézilier dit, on vous prend,
On vous juge, on vous condamne et on n'en parle plus. Voilà la vérité. Parce que nos vies valent au moins, je dis bien, valent au moins les vôtres. Vous avez pris une mauvaise habitude, c'est de penser que les vies africaines valent moins que vous. C'est pour ça que des petits députés peuvent se lever et faire chantage à l'Afrique parce qu'ils auraient perdu 57 soldats au Mali. Que valent 57 soldats comparés aux millions d'Africains qui sont morts pour la France? Qu'est-ce que ça vaut 57? Si vous prenez seulement ceux qui sont morts par la faute de la France, ça fait des centaines de millions d'Africains. Ensuite, vous prenez ceux qui sont morts pour la France, pour l'aider à combattre ses ennemis en Europe, lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième. Ça fait déjà plusieurs dizaines de millions d'Africains dont les vies ont été déposées précocement à l'hôtel AUTEL de la France. De quoi pouvez-vous vous prévaloir moralement et spirituellement quand vous parlez aux Africains? Vous, autorité française, vous n'avez aucune supériorité morale, aucune supériorité spirituelle devant l'Afrique. Vous êtes redevable. Vous êtes redevable devant l'Afrique. Et c'est faute de le reconnaître que vous êtes en train de tomber. Car la justice cosmique, eh bien, finit toujours par condamner les ingrats. C'est l'ingratitude de la politique étrangère de la France qui lui vaut maintenant son effondrement. Selon la loi d'action-réaction, l'une des 7 lois universelles de la nature, que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Tembe Nigné, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Ce qui vous arrive et qui vous arrivera n'est que le condensé de tout ce que vous avez fait arriver aux autres et dont vous pensiez qu'il ne vous serait jamais plus retourné. Erreur! Erreur! Dieu ne joue pas au dé, comme le disait Albert Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Il ne joue pas au dé. Voilà la vérité dans cette histoire. Bon, merci beaucoup mes chers amis. Je voulais vraiment faire cette mise au point ce matin et dire à nos autorités au Mali, bon voilà, c'est très clair, le quotidien Libération met à prix la tête du président Assimi Goïta. Au lieu de publier la photo de l'espion malfrat Yann Christian Bernard Vézilier, ils choisissent de publier la photo du président Assimi Goïta en disant la cible c'est lui. C'est lui qui détient notre espion, donc lui, nous le ciblons. Nous avons déjà éliminé son bras droit, son ministre d'État, ministre de la Défense. Maintenant, c'est lui que nous ciblons. Voilà le message de la presse, eh bien, néocolonialiste française. Nous aurions tort de ne pas comprendre et recevoir ce message 5 sur 5. Que justice soit rendue aux villes africaines fauchées par le néocolonialisme et le terrorisme français. Que justice soit rendue. Que les magistrats africains fassent leur travail. Que les gouvernements africains fassent leur travail. Que les leaders africains n'aient pas la main qui tremble. Car de toutes les façons, mouiller c'est mouiller. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Mouiller c'est mouiller.